avait eu un impact positif sur l'ensemble de la chaîne. Le maître d'ouvrage lui-même voit mieux ses ouvrages, comprend mieux son projet, va faire moins de demandes de modifications. Enfin, on comprend bien tout ce qu'un dossier plus clair va permettre en termes de cercle vertueux. Moi j'aime bien cette image, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, entre le maître d'ouvrage qui demande quelque chose qui est, si vous voulez, c'était une roue accrochée, une roue accrochée, et puis à la fin il a un manège, et en fait c'est passé dans les mains de plein de personnes, et en fait la donnée a été tellement modifiée qu'entre ce que le maître d'ouvrage voulait, et puis à la fin ce qu'il a eu, c'est deux mondes complètement différents. Et j'aime bien cette image parce que c'est vrai qu'en s'assurant quelque part à toutes les phases, et en montrant, en permettant visuellement de vérifier que ce qu'on est en train de produire, de concevoir et après de construire est toujours en phase avec ce que le maître d'ouvrage avait demandé, c'est sûr qu'on s'assure d'avoir un client content, et content de voir ce qu'il a à la fin par rapport à ce qu'il a demandé au début. Donc c'est ça aussi le cercle vertueux, quand on se dit à quoi ça sert, ça sert aussi à ça. Parce qu'il peut y avoir des déconvenues parfois et aussi entre un budget, entre le budget initial, ce que le maître d'ouvrage avait prévu, et c'est à la fin ce que lui coûte son bâtiment. Souvent il y a une grande différence aussi. Et on peut se poser la question justement, si sur ce chemin-là, de l'enveloppe projet, est-ce que cette phase conception, elle a quand même pas beaucoup à voir ? Dans le sens, si le budget n'est pas le même que ce que le maître d'ouvrage avait prévu au début, c'est peut-être qu'il y a eu quelques couacs pendant la phase de conception, ou en tout cas de définition du projet, qui fait qu'après on a pu s'engouffrer dans certaines choses tout au long de la construction, pour finalement découler sur une enveloppe qui est différente de ce qui était prévu. Et puis, donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que je vous disais, c'est sur le démonstrateur Olympie, on a mis en place cette démarche également de façon collaborative avec l'ensemble de l'équipe et en open BIM. Donc cette fois-ci, on va répondre à cette question de l'open BIM. Alors justement, d'abord, parce que je ne me suis pas présentée, moi je m'appelle Anne Lanier, j'ai une structure qui s'appelle A2M Conseil, et j'accompagne essentiellement les acteurs du bâtiment dans leur transformation numérique, leur digitalisation des processus, et puis dans leur montée en puissance dans le BIM. Donc mes clients, c'est plutôt essentiellement les organisations professionnelles, FFB, CAPEB. Je travaille également pour le plan BIM 2022 sur des projets en tant que chef de projet. Mais je travaille également pour des entreprises, pour les aider justement à réfléchir à comment aller sur le chemin de l'excellence opérationnelle. Donc c'est là où c'est intéressant. Alors moi, mon parcours rapidement, pour que vous compreniez pourquoi ça me touche d'autant plus, parce que j'ai été moi-même maîtrise d'œuvre en fait. En fait, j'ai commencé en tant que conductrice de travaux chez Eiffage, voilà, donc bâtiment de résidence senior justement. Ensuite, j'ai été également chef de projet en ingénierie, donc chez Aegis, anciennement OTH. Donc justement, je me suis occupée de coordonner les études techniques côté dans maîtrise d'œuvre, en phase conception, du CHU de Dijon, donc un projet de 140 millions d'euros, donc pas mal de CCTP, pas mal de données, pas mal de plans, et le tout à gérer en cohérence avec les bonnes informations à l'intérieur, et je sais ce que c'est de gérer des informations, des CCTP, des Excel et des 2D. Et gérer la cohérence, vu que j'en étais responsable à la fin de la remise du DCE à mon client. Donc j'ai également été responsable de bureau d'études en France et à l'étranger, et directrice technique adjointe pour une entreprise, pour une grosse PME d'isolation thermique par l'extérieur, ce qui me permet aussi d'avoir cette vue finalement entreprise, enfin cette attente des entreprises, parce que moi c'est pareil, des DCE j'en ai reçu beaucoup lorsque j'étais en entreprise. J'étais souvent celle qui aidait à se dire ok, il y a cette incohérence, quel choix on fait et quelles implications le choix va avoir et sur le prix, et sur la technique, et sur la construction. Et c'est pour ça que je peux dire aussi que des incohérences, j'en ai vu, je pourrais vous en citer, pas mal sur des lots de bardage. Et ça peut avoir des conséquences assez importantes, à la fois, c'est même stratégique pour une entreprise de se dire, je réponds quoi ? Vu qu'il y a une incohérence, est-ce que je m'infiltre ? Est-ce que j'en profite ? Voilà, est-ce que je me place ? Est-ce que meilleure qualité ? Est-ce que je la mets en avant ? Est-ce que je n'en parle pas ? Voilà, il y a tout ça. Et quand ça commence comme ça, j'ai envie de dire, un chantier va être un peu compliqué après pour le maître d'œuvre qui va suivre le projet.
Rappel des objectifs. Donc alors voilà, le démonstrateur Olympie, pourquoi on l'a mis en place en fait c'était justement pour prouver tout ce que ces cercles vertueux dont a parlé Antoine. On s'est dit qu'on allait évaluer si c'était justement pertinent de faire une approche numérique et BIM en phase appel d'offres, mais une approche cohérente, construite, et des processus, et avec un livrable qui s'appelle un DCE numérique BIM, et pas en effet une compilation de documents disparates avec des maquettes de conception. On a évidemment l'objectif, c'était de mettre en évidence les gains d'efficacité, de qualité, les financiers, les impacts, les freins, les contraintes, les limites, et puis des points de vigilance, comme Antoine l'a fait finalement dans son travail. Alors quel était le phasage? Parce qu'il faut savoir que ça y est, c'est fini en fait, le démonstrateur Olympie. On a tout d'abord, alors c'est un peu la spécificité de ce projet, l'une des spécificités, c'est qu'on est parti justement de ceux qui reçoivent le dossier. Donc c'est-à-dire, comme tout à l'heure tu disais, moi j'ai besoin de données de qualité de mon maître d'ouvrage. On s'est dit de quelles données ont besoin les entreprises, qu'est-ce qu'ils doivent voir dans un DCE pour le chiffrer correctement et pour profiter à ce fameux cercle vertueux. Donc pour identifier ces besoins et attentes des entreprises, d'un DCE numérique de qualité, on a fait des séries d'interviews en fait, d'entreprises de la FFB CAPEB, et ça c'est passé en juin de l'année dernière. Donc, je vais revenir un petit peu en détail sur chaque phase. Là c'est vraiment pour vous montrer le phasage en gros. On a produit, non alors c'était pas l'année dernière le 30 juin, j'aurais dû mettre les années, c'est vrai que ça passe, c'était l'année encore avant, c'est pas 2020, oui c'était 2020. Et le 8 janvier 2021, c'est ça, on a produit le DCE. Donc la deuxième phase, la deuxième étape, c'est fort de connaître les besoins et attentes des entreprises, on a produit un DCE qui justement réponde à ces attentes en mettant en place un processus BIM collaboratif et optimisé et en utilisant des outils et des solutions OpenBIM. Ça c'était important que ce soit des solutions OpenBIM et aussi des solutions pour les entreprises gratuites. Alors ça crée quand même des limites, je veux dire, vous allez voir, il y a des choses qui sont un peu lourdes parce que c'est ce que je disais quand je disais confort, il y a des solutions qui auraient été plus confortables, plus faciles, plus directes, mais on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'était pas dans l'OpenBIM et on n'était pas dans le gratuit pour les entreprises. Parce qu'évidemment, pourquoi gratuit? Alors, je ne sais pas parce que je suis pas pour les outils gratuits dans le sens il faut que tout soit gratuit. C'est que quelque part, si à un moment on veut impliquer, déjà faire toucher les entreprises du doigt et qu'ils nous fassent un retour, c'est pas en commençant à leur dire sors ton carnet de chèques. C'est d'abord leur mettant des solutions gratuites et puis après elles sont convaincues de l'intérêt, elles se disent mais j'aurais pu aller plus vite en achetant une solution. Voilà, je suis pas l'étendard des solutions gratuites. Mais il en faut pour commencer. Le phasage, l'étape suivante, ça a été finalement de livrer ce DCE numérique BIM cible. Alors ce qui est important de savoir, c'est une vraie opération, c'est un vrai chantier. Donc ça s'appelle la résidence Olympie, c'est à Chartres. Donc ça a été le projet de construction, 35 logements collectifs. Un vrai maître d'ouvrage qui voulait s'impliquer, une équipe de maîtrise d'œuvre qui quelque part elle était ce qu'elle était, avec la maturité qu'elle avait. On n'a pas non plus créé l'équipe en se disant c'est expérimental, vous ferez ça à côté de votre travail. Non, pour eux c'était le vrai travail, la vraie vie. Et en fait on leur a fait suivre ce processus BIM DCE tout en faisant leur travail, j'ai envie de dire, habituel. Donc c'est aussi la complexité de cette montée en compétences de gens qui n'avaient pas nécessairement toute cette maturité. Il faut du temps finalement pour acquérir un processus. Et c'est vrai qu'on va pas non plus pouvoir parler dans les conclusions tout de suite de gain de temps, en tout cas en termes de maîtrise d'œuvre et de réalisation du DCE numérique BIM cible en phase conception, parce que pour eux là, c'était une première fois. Pour eux, c'était expérimental. Contrairement à Antoine, c'est pour ça que c'est important qu'Antoine passe avant. Parce que toutes ces questions de oui, mais alors, ça vous a pris du temps, mais est-ce que vous allez en gagner? Vous ne l'avez pas prouvé. Et c'est intéressant parce que comme Antoine est passé avant, il vous a dit que oui. Donc on ne va plus me la poser. Oui, le temps, vous l'investissez, mais après, vous le récupérez. Et puis, donc voilà, le 16 juillet de l'année dernière, des entreprises ont été désignées.
Les premières entreprises avec la maîtrise d'ouvrage ont été le 2 septembre et le lancement des travaux, ça s'est passé là octobre-novembre. Donc voilà pour le phasage de l'opération. Excusez-moi, j'aurais bien aimé voir en plein écran. Tant pis. Je vois tout petit sur mon écran. Alors oui, je vous disais donc le démonstrateur Olympie est transversal. Alors pourquoi je dis ça? Pour ceux qui connaissent le plan BIM 2022, en fait il y a des actions dans le plan BIM 2022. C'est-à-dire des actions de communication, des actions à 1, à 2, à 3, et donc il y a des responsables d'action, ça peut être des actions de contrôle de la donnée. Donc en fait, nous, c'était vraiment un projet qui allait permettre d'alimenter toutes les actions sur différents axes. Donc moi, là, je vais vous donner un axe dans ma présentation qui est essentiellement essayer de faire comprendre ce cercle vertueux qu'on a vécu nous aussi, mais je ne vais pas aller sur les actions de contrôle, parce que c'est plus loin, c'est plus poussé, il y a des choses qui ont été faites, mais ça me prendrait beaucoup trop de temps dans cette prestation de vous parler de tout. Ce qui est important de dire, c'est le démonstrateur Olympie, c'est une équipe projet dont je faisais partie. C'est important parce que j'y suis. Donc une équipe projet, donc il y avait Christian Herreria de Protea Conseil qui était chef de projet global. Et puis moi j'avais la partie vraiment entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est entretien, retour, aide à l'exploitation, exploitation du DCE auprès des entreprises, le REX, tout ça c'était moi. Donc voilà, beaucoup d'intervenants, beaucoup de partenaires. En tout, il y a eu, pour vous montrer qu'un projet du plan de BIM 2022, on essaie quand même d'impliquer le maximum de personnes. Il y a eu 222 acteurs et partenaires qui ont participé à ce projet pour 105 sociétés. Voilà, on essaie de toucher quand même le maximum, d'impliquer des gens, de venir faire des tests. Oui, c'est expérimental sur un vrai projet. Alors, la phase amont, ce que je vous disais, que en fait, on a commencé par des interviews d'entreprises pour savoir ce qu'ils attendaient déjà, quels étaient leurs constats du DCE actuel. Ensuite, qu'est-ce qu'ils attendaient, qu'est-ce qu'ils auraient aimé voir dans un DCE pour mieux travailler, gagner en efficience, et puis aussi éviter les travers dont je vous parlais tout à l'heure, quand c'est un dossier, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis leur dire, et si on vous en donnait un numérique, BIM, qu'est-ce que vous attendez de ce DCE, qu'est-ce que vous devriez pouvoir faire avec ce DCE. Alors rapidement, donc on a interviewé, j'ai interviewé une dizaine d'entreprises pour 11 lots, des entreprises réparties à travers la France, FFB CAPEB. Voilà, une répartition 5 entreprises FFB, 5 entreprises CAPEB, toutes TPE, PME, entre 3 et 50 personnes. C'était vraiment le public visé. Les constats des entreprises, rapidement. Avec les DCE standards actuels sont perfectibles. Assez souvent, c'est un empilement de documents qui ne sont pas toujours cohérents les uns avec les autres. Alors pour les raisons qu'on connaît tous, des délais qui sont assez serrés, des choses qui sont pas nécessairement, peut-être que le bureau de contrôle, son RICT, il a les documents à la fin, donc il n'y a pas le temps de remettre à jour. Donc voilà, c'est pas du tout, l'objectif c'est vraiment pas d'incriminer ou de dire que c'est du travail de mauvaise qualité, c'est juste de dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être la méthode, le processus, la façon de travailler qui pourrait être améliorée. C'est pas de dire que le travail est mal fait, c'est juste de dire c'est perfectible, et dans l'idée de l'amélioration continue, mais cette fois-ci collaborative, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler tous ensemble, et toujours dans l'idée que ça va de toute façon créer un cercle vertueux qui va permettre à tous d'y gagner quelque chose. Ça c'est vraiment l'objectif. Les DCE standards aussi, très souvent on voit qu'il y a un manque de contrôle ou d'autocontrôle. Et on peut comprendre, alors pourquoi? Alors déjà, manque de contrôle ou auto-contrôle, on a eu plein d'exemples, parce qu'on voit apparaître, il y a des erreurs, il manque des informations, par exemple un habillage alu pour encadrer une fenêtre, il y aura un grand texte dans le CCTP qui vous décrit l'habillage, mais il vous manquera une donnée qui est l'épaisseur. Pour chiffrer, si j'ai pas l'épaisseur de l'habillage alu, je peux mettre du 15 dixième comme du 10 dixième, c'est pas le même prix. Alors, est-ce que je vous mets moins de qualité mais moins cher pour que je me place? Est-ce que je vous mets ce que je devrais mettre parce que c'est ça la qualité, mais je suis pas sûre d'avoir l'affaire. Donc, on commence à mettre du flou. Et quand il y a du flou, faut quand même comprendre que la quasi-majorité des entreprises ont dit mais nous, on floue, on n'aime pas. Parce que finalement, on voudrait donner un prix juste. Un prix où on sait que ce qui est décrit, c'est ce qu'on chiffre. Et puis après, c'est notre valeur ajoutée, c'est notre service, mais utiliser le flou, des fois ça pourra nous servir et des fois ça va nous desservir. Et sincèrement, c'est pas quelque chose qui souhaite le flou dans des DCE. Et alors, pourquoi un manque de contrôle et d'autocontrôle? On peut aussi comprendre
que quand on voit le nombre de données qui sont gérées, parce que finalement Antoine nous a mis des nombres de données, ces données, qu'elles soient dans la maquette, parce qu'il réussit à nous donner un nombre de données, parce qu'elles sont dans la maquette, elles sont dénombrables. Mais ces données, elles existaient avant, quand elles étaient en Word, en Excel, sur les plans. Donc ça veut dire que l'ensemble de ces données, les 16 000, elles sont dans ces DCE classiques. Et comment vous voulez contrôler que l'esprit humain contrôle 16 000 données, papier, Excel, Word, enfin je veux dire, c'est pas humain. Donc c'est évident que il va y avoir des erreurs quelque part, et le manque de contrôle et d'autocontrôle, c'est plus la difficulté de contrôler et d'autocontrôler aujourd'hui un DCE qui fait qu'on voit des erreurs. Et puis les constats, je vous en parlais tout à l'heure de l'information qui manque au chiffrage, mais c'est aussi la notion de contrôle et d'autocontrôle, c'est que quelque part, et aussi l'histoire de la donnée non équivoque. C'est-à-dire que, comme disait Antoine, lorsque vous avez un tableau, une nomenclature, vous pouvez facilement regarder s'il y a du vide. C'est-à-dire que si j'ai une colonne qui s'appelle épaisseur dans un objet habillage d'alu, je vais voir que la colonne elle est vide. Donc là, je vais voir qu'il manque une information. Si vous avez du texte et vous avez un plan, et on se dit, oui, mais d'habitude, c'est parce que je mets l'épaisseur sur le plan en faisant une petite flèche, ou des fois, je le mets dans le CCTP, ou non, mais il saura, c'est l'expérience. Enfin, il y a un moment, le fait de rendre la donnée non équivoque, pertinente et sûre, et vous assurez que le chiffrage va être de même, de qualité. Et puis, un constat pour les quelques entreprises qui avaient déjà reçu des DCE BIM, il y en avait plusieurs qui avaient reçu un DCE dans lequel on leur avait dit il y a une maquette numérique, vous pouvez l'utiliser pour répondre, sinon on vous dit qu'il y aura un processus BIM sur la suite. Très souvent, si c'est avéré que c'était un DCE standard, avec des maquettes de conception ajoutées dans le DCE. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé parce que je travaille pour une entreprise de menuiserie extérieure pour une mission, pour les aider justement à s'organiser et puis aussi à comprendre ce qu'était le BIM. On recevait des maquettes, donc, et puis on se disait, on va essayer de les utiliser pour justement chiffrer. On ouvrait les maquettes, et puis voilà, on voyait les fenêtres, on était content. On tournait la maquette, on voyait les fenêtres. Mais il n'y avait pas de structuration, c'est-à-dire on ne pouvait même pas sortir de tableau qui disait que cette fenêtre-là, au moins, elle était à cet étage-là, et au moins, elle était dans cette pièce-là, parce que même l'information du local n'y était pas, ou il n'y avait pas le nom du local, ou quand vous éclatez la maquette, il y avait des petites fenêtres qui allaient à l'étage. Donc c'était, voilà, il y a une qualité de maquette à recevoir pour que la maquette soit utilisable par une entreprise. Je veux dire, s'il n'y a pas ce travail au moins de structuration des objets, de la maquette, et puis des données, certaines données, c'est sûr que si vous recevez une maquette que vous devez utiliser pour un chiffrage et que vous voulez chiffrer les menuiseries extérieures, c'est sûr que si dans le nom au moins de la fenêtre, il y a le nom du repère, ça sert. Si les fenêtres s'appellent tous fenêtres, je veux dire, quand je fais un export, j'ai un tableau avec fenêtre dans toutes les lignes. Ça ne me sert pas. Donc voilà, c'est là aussi l'objectif de se dire, ok, une maquette que je vais mettre dans un DCE, mais si en même temps, ça sert quand même à visualiser, ça joue, mais après on la referme, si elle n'est pas structurée pour l'utiliser pour un chiffrage. Alors, les frustrations évoquées par les entreprises, la perte de temps pour s'approprier le dossier, le rendre cohérent. Le rendre cohérent parce que il faut aller lire toutes ces pièces et puis se dire quand il y a des doutes, des flous, je prends quoi comme option, quelles données j'utilise, est-ce que c'est cette donnée thermique là ou acoustique souvent dans le CCTP, est-ce que c'est la donnée acoustique du rapport acoustique, est-ce que c'est ce que le RICT me dit ou est-ce que c'est ce que me dit le CCTP. Et donc ça va créer dans l'entreprise des goulots d'étranglement pour réaliser des autres études. Et ils vont commencer bien sûr à sélectionner les appels d'offres. Et on s'aperçoit, et ça c'est une réalité, d'appels d'offres qui sont infructueux dans certaines villes, parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui répondent, mais parce qu'elles n'ont pas le temps de répondre. Les entreprises sélectionnent aussi les appels d'offres, et ce qui fait que ça peut aussi être au détriment finalement du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Ça, je pense qu'Antoine en avait parlé, que tu commençais quand même à avoir une émulation vers tes dossiers, en disant qu'une entreprise, quand recevait ton dossier, savait que ça allait être carré finalement. Oui, parce qu'il y a une sorte d'étincelle qui se fait aussi avec les maîtreurs avec qui on a des contacts.
Et quand ils voient qu'ils peuvent pénétrer rapidement dans le projet et puis faire un filtre en 2 clics et voir déjà une liste d'ouvrages tombés avec leur expression ou leur pendant dans le descriptif facile à checker en lisant le défaut, bon, bah, ils disent ah ouais, là je ne vais pas perdre de temps. Donc peut-être que celui-là il passera sur la pile. Maintenant je vais regarder ce que Bacali fait. Voilà, c'est ça. Et ce qu'on a le temps de faire, moi j'ai connu aussi ça, le bureau d'études, c'est ce qu'on a le temps de faire, on le fait, puis le reste c'est sous le coude, puis à un moment la date de dépôt est passée, oups, j'ai pas eu le temps, même s'il avait été sélectionné à l'avance. Enfin, c'est ça la réalité aussi, c'est qu'à un moment on ne peut faire que ce qu'on peut faire pour la semaine, quoi. Alors, et puis les frustrations évoquées, c'est cette prise de risque dont je vous parlais tout à l'heure. On fait des hypothèses, et puis qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie la qualité? Est-ce qu'on privilégie le prix? Est-ce qu'on veut passer ou pas? Mais voilà, avec quelle concession? Et puis j'ai souvent entendu, quand on gagne, mais ça c'est revenu plusieurs fois dans les interviews, c'est pareil, tout ce que je vous dis là, c'est pas, voilà, je l'ai entendu, des entreprises qui me disaient, quand on gagne une affaire, on se demande ce qu'on a oublié de chiffrer. Parce qu'en fait, ils se disent, oups, si moi je suis passé, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, parce qu'en fait, c'est pas clair. On sent bien que quand ils répondent à une affaire, ils sont pas sûrs d'avoir englobé l'ensemble. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà répondu aux appels d'offres, mais c'est vrai que il y a un côté même angoissant de remettre un prix quand finalement on n'est pas sûr qu'on a vraiment pensé à tout. Et nous, ça nous est arrivé dans des études d'avoir oublié voilà, des parties très importantes, toute une façade, des choses comme ça, parce qu'elle était cachée. Et finalement, c'est humainement, je suis désolée, c'est un poids quand même de se dire, mais j'ai fait une erreur, mais est-ce qu'on lui avait vraiment fourni les informations nécessaires pour que le travail soit fait de qualité? Donc rapidement, les attentes des entreprises, c'est gagner en efficience, temps, ressources, fiabilité, recevoir un DCE de qualité. Alors on l'a défini par viable, fiable, pertinent et cohérent. C'était ce qu'on a mis, je vous montrerai après une définition un peu plus complète, mais c'est ce qui a été mis dans le cahier des charges du maître d'ouvrage et relayé à la maîtrise d'œuvre. Conserver les méthodes actuelles. C'est vrai que les entreprises interrogées, c'était oui, moi je veux bien faire une maquette, mais je veux continuer à commencer par m'approprier le dossier, après je commence à qualifier, je vérifie mes informations, je localise mes ouvrages et prestations et je quantifie. Un peu comme toi finalement qui a besoin de vue d'allotissement pour te dire où sont les choses que je dois qualifier. C'est ce qu'ils font également. Il faut d'abord qu'est-ce qu'il y a à qualifier. En fait, ils le font aussi parce qu'au début, ils commencent par le CCTP et après, ils regardent sur les plans, ils regardent où c'est sur les plans. Et la question que vous avez posée dans le démonstrateur Olympie, c'est justement est-ce que le numérique et le BIM pouvaient contribuer à faire évoluer positivement les pratiques de l'ensemble de la chaîne. Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise. Alors rapidement, je vais finir avec la partie amont. Les entreprises, on leur a dit, écoutez, pensez à si on vous donnait un DCE BIM numérique optimal, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Justement, une maquette numérique qui me permette d'avoir une vue globale des ouvrages de mon lot, une vue d'allotissement. Il serait intéressant d'avoir un lien entre les objets et le CCTP. C'est marrant, ça résonne avec ce qu'Antoine a dit. Et de pouvoir extraire les données de la maquette dans un tableau Excel. Cela réduirait certainement les sources d'erreurs et les incohérences. Si déjà les ouvrages présents dans les maquettes numériques étaient correctement nommés, ce que je vous disais tout à l'heure, au moins s'il y avait le nom avec les quelques caractéristiques qui permettent de faire un lien, même avec le nom entre le CCTP et l'objet, c'est déjà un pas. Il faudrait que la maquette numérique facilite la compréhension et l'analyse du projet. On devrait pouvoir sélectionner les ouvrages qui nous intéressent, faire des filtres. Donc voilà, ça c'est vraiment les attentes d'une entreprise vis-à-vis d'un DCE BIM numérique, c'est-à-dire elles se disent, oui, je pourrais utiliser la maquette, mais il faudrait qu'elle me permette de faire ça. Alors, maintenant l'étape de la réalisation du DCE BIM numérique, d'un point de vue de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Alors, dès le démarrage, il y a eu en fait donc une maîtrise d'ouvrage très impliquée. Donc c'est Procivis Eure-et-Loire. Celui qui menait le projet, c'était Fabio Mastrioni, qui était complètement impliqué et complètement convaincu du cercle vertueux. C'est-à-dire que c'est lui-même que lorsqu'il faisait ses présentations, par exemple, à la maîtrise d'œuvre, ses réunions de la maîtrise d'œuvre, ou après ses webinaires de présentation aux entreprises, qui était convaincu que le fait de réaliser un processus cohérent, optimisé pour créer un DCE BIM numérique allait permettre de créer un cercle vertueux et que ça allait créer une situation gagnant-gagnant. En sachant que, justement, ce que je vous disais, le maître d'ouvrage voyait ce gain de temps, il voyait un gain de temps
un gain de temps parce que ça permettait d'avoir une phase ACT plus rapide, parce que c'était un client qui s'impliquait beaucoup dans la phase ACT, négociation, c'est-à-dire analyse des offres, négociation, et c'est quelque chose qui lui paraissait très fastidieux de faire à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire on prend les devis, on regarde, on reçoit les entreprises, on essaie de comprendre par rapport au devis, le tableau, pourquoi vous avez plus de quantité là, qu'est-ce que vous avez voulu dire. Bon, c'était assez fastidieux, il nous avait dit. Et puis aussi de la qualité, parce qu'il voyait bien les déficiences finalement que pouvait avoir une phase de conception mal aboutie sur la phase finalement de construction, pour avoir participé, c'est pareil, c'est quelqu'un qui était très proche de la phase de construction, pour avoir justement vécu plusieurs frustrations, et il était convaincu qu'il fallait améliorer cette phase de conception. Alors, donc, qu'est-ce qu'un DCE BIM numérique optimal? Dans le cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage, on l'a défini ainsi. C'est un DCE qui devait élaborer selon un processus BIM de niveau 2, donc cette fois-ci collaboratif, en Open BIM, collaboratif et coordonné. C'est un livrable de la phase Pro DCE, et ça doit comprendre un ensemble de documents de qualité associés à des maquettes. Donc on a demandé à l'ensemble de la maîtrise d'œuvre de produire des maquettes, je vous les montrerai après, architecture, structure fluide, avec des informations utiles, c'est-à-dire, je vous disais, pertinentes ou non équivoques, et celles qu'il faut, parce que tout à l'heure tu disais la donnée non équivoque, mais aussi c'est la donnée pertinente, c'est-à-dire de quelles données a besoin l'entreprise pour chiffrer. Il y a des données qui servent et d'autres qui ne servent pas. En fait, en amont, pendant la phase entretien, et ça je ne vous l'ai pas mis parce que ça nous aurait pris plus de temps, on a parlé de, justement, on a mis en place des modèles d'objets par ouvrage. Et on a commencé à travailler sur, pour chaque ouvrage, quel est le modèle d'objet qui correspond à une phase appel d'offres. C'est-à-dire quelle est la donnée pertinente et juste, et seulement cette donnée dont vous avez besoin pour chiffrer. C'est-à-dire, on a mis en place des colonnes. Finalement, on a préparé un peu le tableau de nomenclature en disant, quand on va extraire le tableau de nomenclature, quelle colonne on veut voir, et pas plus. Voilà, avec des maquettes donc riches d'informations, mais informations utiles, et aussi dans le sens... Alors, riches d'informations, mais c'est pour ça qu'on a mis en place, en fait, aussi un lien entre le CCTP et DPGF, parce qu'on ne voulait pas justement mettre trop d'informations. Parce qu'il y a un temps qui est très long d'enrichissement des données. On n'avait pas nécessairement de gens qui avaient des bibliothèques préparées, parce que c'est vrai que toi tu travailles beaucoup sur, tu as finalement tes objets avec des données, tu les enrichis, enfin tu les gardes, tu les capitalises. Je vous rappelle que là c'était une équipe avec une maturité BIM qui était, j'ai envie de dire, modélisée en niveau 1, mais juste modélisation, mais vraiment à l'étape avant votre agence. Et puis on n'allait pas leur demander juste pour ce projet-là de commencer à créer leur bibliothèque d'objets en enrichissant tous les objets de données dont ils allaient peut-être se servir une fois ou qu'ils n'allaient pas capitaliser. Donc ce qu'on a dit, c'est le lien vers le CCTP. En fait, on a utilisé le numéro d'article de CCTP. On a mis dans les objets de la maquette numérique le numéro d'article du CCTP pour faire le lien entre le CCTP, la DPGF, qui elle aussi portait les numéros, et la maquette. Et on a dit c'est ça qui permettra d'extraire des tableaux de nomenclature en pouvant sortir que les informations qui sont finalement qui viennent de la maquette, c'est-à-dire les base quantities. On a sorti, en fait, on a pu dire que par exemple, quand vous sortez des informations liées à des finitions de peinture dans une pièce, vous allez sortir un peu de nomenclature qui va vous dire dans cette pièce, alors il y aura quand même, il y a le nom du local, il y avait les noms du locaux, dans cette pièce, vous avez cet article de CCTP qui s'applique et les dimensions de la pièce sont surface brute, surface nette de plafond, surface nette de mur, surface... Et j'ai envie de dire c'était de la donnée entre guillemets brute, et après l'entreprise avait ça pour se l'approprier et l'utiliser pour réaliser son chiffrage. Alors ça a été, alors c'est pareil, ça a été on a pris cette solution-là, je vais spoiler, je vais vous dire la fin. En fait, c'est certainement pas la bonne solution, parce que l'article de CCTP, un CCTP ça bouge. Vous rajoutez un article, vous avez oublié quelque chose, et puis c'est long un article de CCTP, et puis les saisir à la main, parce que c'est pareil, on avait des acteurs qui n'étaient pas encore complètement, j'ai envie de dire, à fond. Alors l'architecte avait BIM Office, mais finalement il l'a pris pour justement
réaliser des CCTP, réaliser ses autocontrôles, mettre des règles. Donc il était vraiment dans une phase d'apprentissage. Et ça a évidemment eu des limites parce qu'il y a eu des erreurs pour la saisie des numéros de CCTP qui étaient faits à la main pour les BET. Alors ça, c'est l'architecte, j'ai envie de dire, ça allait entre guillemets encore, il avait trouvé des solutions, des passerelles avec BIM Office. Les BET, eux, avaient tapé à la main des numéros d'articles dans un Excel qu'ils avaient réinjecté. Enfin, chacun a établi un peu sa sauce. Et on s'est aperçu que c'était peut-être pas la solution, le numéro d'article de CCTP, mais que c'est peut-être la solution du nommage, du codage d'objets, comme tu as fait, mais sur quelque chose qui peut être capitalisé, parce que ça prend du temps. Donc voilà, en tout cas, l'idée était vraiment de toute façon de donner l'expérimentation au bout pour voir l'intérêt de le faire, de lier. Donc l'idée c'est vraiment lier le CCTP à la maquette numérique et au DPGF, ce que tu as fait. Après, la méthode est perfectible. Voilà, c'est ce qu'il faut conclure finalement. Donc l'objectif de tout ça, c'était vraiment de rendre le DCE BIM numérique fiable. Donc il y ait des autocontrôles, des contrôles. Donc on a mis en place des processus aussi de contrôle, d'autocontrôle, qui soient viables. Donc en fait, on a demandé, enfin le cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage demandait une présynthèse architecturale structurée fluide sur la base des maquettes numériques, à l'aide des maquettes numériques, avec des réunions de coordination. Je vous montrerai qu'il y a quelques photos après, vous verrez qu'on en a fait, qui soient pertinents. C'est-à-dire, c'est pareil, que donc le CCTP BIM, le CCTP BIM cible ne reprenne que la description des données nécessaires au chiffrage et pas des textes à rallonge qui finalement noient le poisson. Donc il y avait tout un travail aussi sur la rédaction du CCTP, le DPGF aussi sur les lignes du DPGF. Est-ce qu'on a bien un article égale une ligne, enfin une ligne égale un article, et est-ce qu'on a bien un article égale un ouvrage chiffrable et pas une multitude d'ouvrages à chiffrer dans un même article avec une ligne genre ensemble. Voilà, ce genre de choses qui fait que bon, c'est pas nécessairement pertinent. Et puis une cohérence, donc une attention particulière justement sur la cohérence des données, la cohérence du dossier, en fait que l'ensemble du dossier soit cohérent et qu'on ne trouve pas une information à plusieurs endroits et qu'elle soit ni redondante ni fausse. Et puis donc, alors voilà, donc ça a donné toujours dans le cahier des charges à maîtrise d'ouvrage, on a dit que ce décès numérique BIM cible, c'était important que l'objectif était vraiment orienté entreprise. Ça a été exprimé dans le cahier des charges à maîtrise d'ouvrage, que l'objectif c'était vraiment que l'entreprise s'approprie le projet. Donc il fallait que ces maquettes numériques soient en open BIM, on voulait des IFC, on voulait qu'elles soient lisibles sur des viewers gratuits et qu'on pouvait les filtrer par lot et ouvrage. Ça, c'était une demande exprimée dès le cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage. On voulait qu'on puisse qualifier avec, ce que je vous disais, donc qu'on puisse extraire des tableaux de nomenclature et justement en sortir, permettre de se dire, c'est cette prestation-là, vu qu'il y a le numéro d'article CCTP, je sais que c'est celle-là. Donc quand je clique sur un objet, je sais en fait sa qualification. Je sais à quel article de CCTP il se réfère. Donc voilà, ce lien CCTP maquette, que je puisse localiser, c'est-à-dire que je puisse aussi justement dire je cherche cet article de CCTP, où est-ce qu'il est dans la maquette. Donc pouvoir faire le chemin inverse, c'est par exemple ce qu'on a fait, coloriser l'ensemble de la maquette, au moins les objets concernés par l'article de CCTP. Donc ça allait un peu plus loin que la vue d'allotissement, c'était aussi c'était questionnable en fait. On voulait une maquette questionnable pour les entreprises, voir si ça pouvait leur servir pour réaliser leur démarche habituelle qu'ils faisaient par crayon papier, aller pouvoir le faire sur la maquette, reproduire la méthodologie en fait habituelle. Et puis quantifier, alors là il faut savoir que le DPGF on l'avait donné avec les quantités, c'était un choix en disant que ça va permettre que les entreprises aient une base pour contrôler après, lorsqu'ils allaient contrôler sur la maquette, vérifier, ne pas être en action de maîtrise, mais plus être en action de contrôle. C'est-à-dire je vais vérifier sur la maquette numérique que la surface qu'on me donne est bien celle que je retrouve sur la maquette. Et on a des entreprises qui l'ont fait. Et on a eu des questions en disant tiens, moi je trouve tant de mètres carrés, vous m'avez mis tant. Et donc il y avait une explication, donc c'était intéressant, ça a été réellement utilisé. Et puis enfin, chiffrer, oui évidemment, des tableaux de nomenclature, des données non équivoques permettent de fournir un chiffrage juste. Donc voilà, ça c'est l'expression de la demande dès le cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage. Et puis également, la maîtrise d'ouvrage a mis un règlement de consultation BIM et numérique dans ce démonstrateur Olympie.
C'est-à-dire que tous ces documents, hein, on a aidé évidemment, c'est pour ça qu'il y avait l'équipe projet, on a aidé à les produire. Dans le règlement de consultation BIM et numérique, il était vraiment dit que l'un des attendus de la maîtrise d'ouvrage, c'était de participer à ce processus numérique, c'est-à-dire d'aller télécharger. On avait mis en place, le maître d'ouvrage a mis en place une plateforme où les entreprises pouvaient télécharger le DCE numérique. Dans ce DCE numérique, il y avait les maquettes numériques, un DCE comme décrit précédemment. On demandait aux entreprises de l'exploiter selon la méthodologie que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire on va s'approprier le projet avec la maquette, on va aller qualifier, on va aller localiser. Il demandait à tous de faire un effort, et en sachant que dans la note en fait d'évaluation de la remise d'offres, entrer ce critère de quel effort avez-vous fait pour vous impliquer. Voilà, il y avait une incitation à aller utiliser les outils qui étaient mis à leur disposition. En sachant également, je reviendrai après, on leur a évidemment, les entreprises, on leur a également fourni dans ce DCE téléchargeable, on leur a également fourni évidemment des outils, un peu comme Antoine tout à l'heure parlait de petits tutos pour expliquer comment faire. Évidemment, on ne les a pas laissés découvrir, on leur a préparé des outils, des tutos pour les aider à le faire, évidemment. Donc le but, c'est évidemment qu'ils s'impliquent et qu'ils veuillent bien suivre, prendre le temps de suivre ce qu'on leur proposait. Et une chose aussi, et il leur était demandé aux entreprises de répondre en ligne. En fait, l'avantage, là, pourquoi il avait été mis, pourquoi c'est BIM et numérique, parce que c'est pas que du BIM, l'idée c'est aussi de digitaliser finalement le processus d'appel d'offres. Et donc il leur a été demandé de répondre en ligne sur la plateforme BIM Office. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'accès au cadre à la DPGF, la DPGF, et les entreprises, au lieu de renvoyer leur devis sous le format un peu qu'ils veulent, devaient répondre en fait sur la plateforme. Et ça a été, ça c'est pareil, c'est dans le Rex. Ça, le maître d'ouvrage y a trouvé vraiment son intérêt, parce que le fameux tableau de consultation, d'analyse des consultations, il a été réalisé très rapidement, vu que les offres sont rentrées déjà dans une base de données, et que la plateforme après les crée un tableau d'analyse de consultation. Et donc ça a été très simple entre guillemets de créer déjà, parce qu'on est d'accord que la première étape de l'ACT, c'est de réaliser le tableau. Et s'il est fait en Excel à partir de devis obtenus en PDF, ça peut être long, quoi. Ça peut être long. Et ça n'a pas nécessairement de valeur ajoutée. Alors en phase conception, il y a évidemment l'écriture d'une convention BIM en phase conception, dans laquelle a été justement indiqué, par exemple, qu'il y avait cette intégration du lien, que toute l'équipe de maîtrise d'œuvre devait intégrer ce lien à réaliser entre CCTP, DPGF et maquette numérique, dans ce but-là, de comprendre, s'approprier, qualifier, localiser, quantifier, chiffrer. Dans cette convention BIM, il a été également mis en place il était aussi indiqué qu'il y allait avoir une pré-synthèse justement des maquettes numériques réalisées à l'aide de la plateforme BIMTrack, et qu'il y allait avoir consolidation des BCF avant de préparer une réunion de coordination et de synthèse. Donc voilà, il y a tout le processus dans cette convention BIM. Ce processus BIM a été décrit dans cette convention. Également les conventions de nommage, les conventions de qu'est-ce qu'on doit avoir la maquette, à quelle load, comment vous allez modéliser, comment vous allez structurer votre maquette. Tout ça, évidemment, ça a été défini avant de commencer à modéliser. Alors, ça a donné 6 maquettes IFC, interopérables. On avait logiciel, on a eu Archicad, on a eu Revit, on a eu Plan Calnova, Trimble, et on a eu Covadis. Donc, ces maquettes, évidemment, elles ont été compilées, elles ont été comparées, elles ont été enrichies. Vous avez les noms donc, de l'équipe de maîtrise d'œuvre, Yannick Mouton, l'architecte, le BET CRS Structure, le BET Fluide c'était Bastide Bondou, TT Géomètre, et puis la maquette des terrassements. Donc c'est vraiment, c'est l'idée aussi, c'était de montrer que cette fois-ci ça n'a pas été, c'était pas en interne, c'était vraiment un processus collaboratif, faire en sorte que tout ça on puisse enfin faire du BIM niveau 2 et voir ce que ça donne si on le fait de façon structurée avec un objectif
produire un DCE de qualité. Alors voilà, juste je voulais illustrer le fait qu'il y a eu des réunions de coordination, présentielles ou à distance, en fonction des différentes conditions sanitaires, parce qu'on est tombé dans la phase du Covid. On a utilisé la plateforme BIMTrack. Alors par exemple dans l'équipe projet, je ne sais pas si vous avez vu, en fait il y avait Gabriel Castel d'Advent, qui en fait était finalement celui qui aidait pour la partie BIM Office, BIMTrack, qui a aidé l'architecte à monter en puissance sur ce sujet-là. Parce que voilà, la coordination BIM, c'est pas nécessairement quelque chose que connaissait l'architecte du projet. Donc, juste pour vous montrer en quoi ça consiste, ce fameux lien là entre les CCTP et le DPGF. Donc là, vous avez un CCTP de l'étanchéité. Vous avez l'article 0722 qui est l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles. Dans la maquette numérique, il y a des propriétés qu'on appelle DCE, qu'on a nommé, on a créé un nouveau P7, propriété DCE, et on lui a mis numéro d'article et numéro de lot. Et donc c'est ces fameuses propriétés pour lesquelles il fallait implémenter la valeur, et qui évidemment, il fallait trouver la bonne méthodologie déjà pour le faire de façon automatisée. Et puis, parce que je vous rappelle, maturité des acteurs, jusque-là, ils ne manipulaient pas la donnée, ils ne faisaient que modéliser. Donc on a beaucoup travaillé avec les éditeurs. C'est pareil, que ce soit Trimble. Pour Revit, on a eu un consultant extérieur aussi, Barbara Jeanvin d'Énergie 53, qui a accompagné le BET-CRS. Voilà, ça s'est pas fait, ça paraît simple comme ça maintenant qu'on le dit, mais ça s'est pas fait simplement. Parce que si on imagine qu'il fallait faire ça à la main, c'est long, c'est compliqué. Donc voilà, il fallait trouver pour chaque logiciel la méthodologie pour l'incrémenter de façon quasi automatique. Et puis la DPGF qui porte aussi évidemment la ligne, le numéro du CCTP. Donc en fait, on a des liens. Et puis on a créé, pour quelques lots, là c'est intéressant, ce qu'on appelle des vues métiers. Alors la vue métier qui est issue finalement d'une MVD colorisée, légendée. Des vues métiers, cette vue métier là, on est d'accord que c'est en général ce que l'étancheur va faire quand il va prendre le dossier, il va imprimer ses plans et il va colorier en fait ses étanchéités en fonction des complexes qui sont indiqués dans le CCTP. Et ça a vraiment été plébiscité par les entreprises. Alors je vais pas dire que c'est... je vais me faire... si je dis ça a été fait en 3 clics, je vais me faire tuer. Disons que ça a été, vu que la maquette était bien structurée, que les informations étaient là, on va dire qu'après, quand il y a des couleurs à mettre en fonction d'une donnée, bon, c'est un peu, voilà, c'est pas bien compliqué. Mais ça a vraiment été plébiscité par les entreprises parce que ça a été, moi pour chiffrer, c'est ce dont j'ai besoin. Rien qu'avec ça, au moins c'est clair, c'est net, la localisation. On va pas oublier le petit bout de terrasse, pas de flou, je sais où c'est bien décrit. Bon, voilà. Donc mais j'ai envie de dire que cette vue n'a pu être extraite par l'architecte que parce qu'il y avait eu tout ce travail de structuration et d'enrichissement. Sinon, l'architecte il faisait pareil, il prenait ses stabilos et puis il envoyait ça à l'entreprise. Alors maintenant, la phase d'exploitation, alors voilà, on va dire que le DCE BIM numérique est fait, il est réalisé en qualité, on va dire qu'on a fait notre maximum avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y a eu pré-synthèse, il y a eu les liens, il y a eu des CCTP de qualité, il y a eu la bonne donnée, celle nécessaire au chiffrage, et ça a été remis aux entreprises sur la plateforme pour la télécharger. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place pour les entreprises pour qu'elles puissent l'exploiter au mieux? Parce que ça aurait été tellement dommage de faire tout ce travail-là et de dire aux entreprises, allez-y, servez-vous-en et ne pas les accompagner pour s'en servir. Donc en fait, on a réalisé un dispositif spécifique. Donc ça a été proposé par l'action 5 du plan BIM 2022. Alors l'action 5, c'est l'action de formation. C'est l'action qui justement met en place des outils de formation pour les acteurs du BIM, qui travaillent en tout cas sur des outils. Alors, on a mis en place 3 choses. D'abord, on a réalisé un webinaire qui était enregistré, c'est-à-dire que ce webinaire, la vidéo a été mise dans le DCE, mais il faut savoir aussi que les entreprises étaient invitées préalablement au 18 décembre 2020 à participer au webinaire. Donc, alors comment on peut inviter les entreprises? C'est parce qu'évidemment on est dans un promoteur privé et qu'il avait un fichier d'entreprise. Il faut savoir qu'il y a 119 entreprises, je crois, à qui a été envoyée l'invitation parce que c'était le fichier du promoteur. Donc le webinaire a été réalisé le 18 décembre et en fait c'est un webinaire qui avait pour objectif de donner envie, d'expliquer aux entreprises, voilà, on vous met ça dans le DCE,
On l'a pensé comme ça. Ce qu'on voudrait que vous fassiez avec, c'est ça. Et n'ayez pas peur, ça va vous faciliter le travail. Voilà, ça c'était vraiment, dans le sens, le but du webinaire. Et puis de poser d'éventuelles questions. On a eu des questions d'entreprise à la fin du webinaire. On a mis à disposition dans le DCE, donc au moment où ils ont téléchargé le DCE, ils avaient des tutoriels. Donc 6 tutoriels, à la fois au format vidéo et au format PDF. En sachant que les tutoriels, je vais en parler de toi quand même Dominique, donc les tutoriels ont été en fait filmés ici, au centre de ressources numériques du bâtiment, montés par Dominique. Les présentateurs, alors on avait une équipe projet sur ce projet, c'est un projet en lui-même, la réalisation du dispositif. Moi-même et Barbara Jeanjoin de Énergie 53, on a donc réalisé le contenu du tuto, parce qu'il y a un script à réaliser, il y a un scénario, voilà. Dominique était aux manettes, à la commande. Et puis les tutos après ont été testés en fait par un groupe, parce que c'est bien beau de faire des tutos et puis de dire bien sûr ça va vous servir. On les a testés par un groupe d'entreprises CAPEB FFB piloté par Mathilde de Mathéis de la CAPEB Bretagne Morbihan. Donc voilà, on a impliqué, on avait une bonne équipe projet, puis il faut savoir aussi qu'il y a un groupe d'élèves de l'ESITC de Caen, et puis leur référent BIM Clément Laventin, qui ont aussi réalisé des contenus des premiers tutos, les tutos de manipulation de maquettes. Donc voilà, on a essayé d'impliquer le monde étudiant, les organisations professionnelles, et puis Barbara et moi-même, on s'est fait une petite équipe projet et on a monté ça. Et donc on a réalisé ces 6 tutoriels, en sachant qu'ils sont ces 2 tutoriels, vous pouvez aller voir, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube du plan BIM 2022. Il faut savoir que la visionneuse gratuite qu'on a proposée aux entreprises d'utiliser, c'est pareil, il n'y avait pas d'obligation en disant que vous devez utiliser ça. Si vous avez une autre visionneuse ou si vous avez vous-même un logiciel de modélisation, ce qu'on fait certains, ils n'ont pas utilisé cette visionneuse. Mais nous, on voulait proposer une visionneuse qui soit gratuite, accessible, et avec laquelle on pouvait extraire des tableaux de nomenclature gratuitement. Donc ça, tous ces paramètres faisaient que ça nous a orienté vers FBIM, parce qu'on peut en effet aller, puis coloriser aussi. Je vous disais tout à l'heure qu'on voulait qualifier, c'est-à-dire dire j'ai cet article de CCTP, où est-ce qu'il se trouve dans la maquette. Donc on mettait une couleur sur l'ensemble des objets concernés par cet article. Et bien le FBIM permet de coloriser justement les objets de la maquette, de créer justement ces fameuses vues métiers qu'on a vues avant, la d'étanchéité, et ben on peut les créer à l'aide d'FBIM, en sachant que au travers de quand même pas mal de manipulations, FBIM est quand même une visionneuse qui n'est pas simple, elle n'est pas intuitive, ça c'est une réalité. Mais aussi parce que c'est quand même un logiciel, c'est pas une appli, c'est pas un gadget, dans le sens où vous pouvez faire beaucoup de choses avec, mais vous n'allez pas trouver de vous-même où est le clic. Donc on a fait ces tutoriels, on les a fait vidéo parce que certains ont besoin de visuels. Et puis on a fait des supports PDF, et en effet les entreprises ont dit certains, mais moi j'aime pas les tutos, je regarde jamais, j'ai besoin d'écrit, et d'autres ont dit j'ai même pas regardé le support PDF, moi j'ai fait que de la vidéo. Donc voilà, 2 types de supports pour essayer de toucher le maximum d'entreprises, en sachant qu'il y a des entreprises qui nous ont dit mais moi j'aime pas en fait l'auto-formation, j'aurais aimé être en salle. Bon voilà, 3e panel d'entreprise, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs façons de toucher aussi les gens dans la formation. On a mis à disposition des entreprises un guide méthodologique de comment vous allez utiliser ces tutoriels, parce qu'en fait on avait 2 tutoriels qui étaient transversaux. Le premier c'était de la manipulation de maquette numérique, j'ouvre la maquette, comment je la coupe, comment je la vois, comment je la sépare, comment je peux essentiellement ça, compiler des maquettes ensemble, voilà. Comment je peux ne voir qu'un étage, voilà, faut appuyer compiler, voir des informations. 2e tutoriel, c'était la structuration de la donnée, c'est-à-dire on leur explique qu'est-ce que c'est justement, comment structurer une maquette. Donc il y a un projet, il y a un bâtiment, il y a des étages, il y a des objets, il y a des fiches de propriété, il y a des propriétés, et quand on va cliquer, voilà, tout ce qui est relatif à la structuration et à la donnée, leur expliquer ça. Et puis ça c'est les tutos transversaux, et les 4 tutoriels suivants, c'était des tutoriels métiers. Donc un tutoriel dédié au gros œuvre, un tutoriel dédié au clos couvert étanchéité, un tutoriel enveloppe, un tutoriel, le 3e tutoriel technique fluide, et puis le 4e tutoriel pour les aménagements intérieurs finition.
Donc voilà, des tutoriels métiers qui leur montraient comment ils pouvaient arriver à la solution de sortir le tableau de nomenclature ou la vue métier dont ils avaient besoin pour réaliser leur chiffrage. Et puis en plus, on leur a mis une assistance en ligne, c'est-à-dire pendant la phase de réponse à l'appel d'offres, ils pouvaient nous joindre, Barbara ou moi-même, pour dire moi je réussis pas à faire ça, je suis bloquée. Donc voilà, certains ont fait appel en disant mais j'essaie de faire ça, mais à chaque fois ça marche pas. Donc voilà, on les débloquait à distance. Quelques chiffres, donc c'est intéressant, c'est le REX, de savoir, bon alors les entreprises l'ont utilisé, qu'ont-elles pensé de ce fameux DCE BIM numérique de qualité? Est-ce que le cercle vertueux a commencé à se créer? Quelques chiffres, en fait c'est 102 entreprises consultées, 48 entreprises ont répondu à l'appel d'offres. Voilà, déjà, ça réduit pas mal. Et en fait, 14 entreprises ont vraiment voulu utiliser le dispositif BIM. C'est-à-dire, on dit dans leur mémoire technique, j'ai fait ça, j'ai testé ça, j'ai regardé les tutos, et en fait, ils l'ont utilisé, certains pour s'approprier le projet, se sont arrêtés là, parce que c'était un peu trop compliqué pour eux, le reste. Certains ont été jusqu'à localiser les ouvrages qualifiés par numéro d'article du CCTP, certains ont réussi à extraire des nomenclatures. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans les différents mémoires techniques, on a des vues d'écran, tout ce qu'ils ont fait. Certains ont l'utilisé pour faire des contrôles, c'est-à-dire tiens, je suis partie contrôler les mètres carrés de faux plafond. Donc ils ont fait spécifiquement sur l'article de faux plafond le petit tableau de nomenclature et ça leur a permis d'avoir leurs mètres carrés totaux. Un électricien qui a fait un tableau d'équipement pour voir si le nombre de de radiateurs qu'il avait calculé ou qui était mis dans la DPGF était bien le nombre de radiateurs mis dans la maquette. Voilà, des petits contrôles comme ça qui leur permettaient de se conforter, de se rassurer par rapport aux quantités indiquées dans les DPGF. Puis certains l'ont utilisé pour illustrer leur mémoire technique, c'est-à-dire au moment de l'appropriation du projet, ils ont plus capté des images pour venir rajouter, à partir par exemple de PowerPoint ou autre, de venir rajouter des petites notes en disant là je ferai ça, cet endroit-là, je vais mettre un big bag sur la terrasse. Enfin voilà, ils sont aussi appropriés aussi pour illustrer leur mémoire technique et rendre plus parlant une méthodologie qu'ils auraient sinon décrite par des mots. Juste un exemple, le lot de peinture. Alors dans le REX, moi je l'ai réalisé, j'ai terminé mon REX entreprise, mais maintenant il y a le REX général qui est en cours et j'espère qu'il ne devrait pas tarder à sortir sur le site du plan BIM 2022. Par exemple, un REX d'une des entreprises du lot peinture qui elle a testé, a fait. Elle nous a mis justement des captures d'écran de comment elle avait colorié justement les étages en fonction des articles de CCTP. Là, il y avait un article de CCTP spécifique qui est en jaune. Elle voulait voir où il était localisé exactement dans l'étage. Et puis, moi, je l'ai eu en entretien, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu de nouveau des entretiens avec les entreprises qui ont répondu, celles qui s'étaient finalement impliquées ou pas. On a pris un panel, voilà, un échantillon, et on les a interrogés suite à l'exploitation du DCE en disant alors qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de la qualité par rapport à un DCE standard, est-ce que c'était mieux, est-ce que vous avez été jusqu'au bout de la démarche. Là par exemple on a une entreprise qui est allée jusqu'au bout de la démarche, qui me montrait moi habituellement la petite image là, on est en visio et elle me dit regardez, je suis en train de faire le maîtrise d'un bâtiment de 3 étages, ça fait déjà 2 heures j'y suis et j'ai fait que 5 pièces. J'ai encore 3 jours de travail pour les 3 étages et à la fin j'aurai le tableau Excel que j'ai sorti en 5 minutes d'FBIM. Donc la dame elle était convaincue de l'intérêt de la méthode et elle aurait été convaincue de recevoir un tableau de nomenclature qui lui donnait les pièces, le mètre carré, enfin voilà, et issu de la maquette. Et elle dit mais moi je passe un temps fou à localiser, à faire vous voyez bien, des crayonnages sur ces plans en essayant de relier à la fois le CCTP, essentiellement le CCTP et les plans, qui est essentiellement sa demande. Donc voilà, c'est un exemple d'entreprise qui a su utiliser le dispositif mis à disposition pour en sortir les éléments nécessaires à son chiffrage. Et justement, je vous dis, on a fait des interviews, donc de manière générale, le retour, c'est pareil, je fais un REX général. De manière générale, les entreprises sont dit convaincues de l'intérêt de la démarche parce que ça, c'est vraiment un retour qu'on a eu. Ils ont trouvé que c'était globalement de meilleure qualité. Que réellement. Et pourquoi ils disent ça? C'est parce que très souvent, moi j'ai eu quand je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous avez pensé du DCE? Est-ce que c'était mieux ou est-ce que c'est comme d'habitude? Et ils m'ont dit, sur ce DCE-là, j'ai pas posé beaucoup de questions. En fait, j'en ai pas posé. Et il voit aussi
il qualifiait finalement un DCE en fonction aussi du nombre de questions à poser ou à se poser. Et quand ils disent j'ai pas posé de questions, c'est aussi dans le sens j'ai pas eu de doute quoi. Enfin, j'ai chiffré ce qu'on me disait de chiffrer. Et je pense que ça c'est positif. Il y en a plusieurs qui ont. Voilà, il y avait des entreprises qui ont dit bon, moi j'ai contrôlé 2-3 quantités, j'ai vu que c'était bon, j'ai pris le DPGF, j'ai mis mes prix. Et puis on a toujours les durs de durs qui disent bah non, moi je vérifie tout parce que ça m'est déjà arrivé qu'une fois il y a une ligne, c'était pas la bonne quantité, je me suis fait avoir. Et ben c'est pareil, là on nous dit bah non, moi j'ai tout vérifié et les quantités qui étaient dans le DPGF, moi je suis d'accord, c'est celle que j'ai retrouvée. Donc voilà, pareil, la qualité était bonne. Et puis ce que je vous disais, moins de questions posées, moins d'hypothèses prises pour établir le chiffrage. Alors attention, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, il y a toujours une entreprise qui m'a dit ah oui, sauf le nombre de je sais pas quoi, là il en manque un. Mais ce que je veux dire, c'est tellement anecdotique qu'on a pu me dire ah oui, dans ce chiffrage, il y avait ça qui allait pas, quoi. C'était le point, parce qu'il manquait une quantité ou autre. Alors que j'ai envie de dire que si vous avez déjà utilisé CCTP, répondu à des appels d'offres, et qu'on vous dit, vous pouvez me pointer les incohérences ou les petits problèmes, faut se rappeler, il faut y travailler, il faut se dire, oui, alors il y a peut-être eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et souvent, non, c'était clair, direct, les gens disaient, non, il y a juste eu un problème de quantité sur cet article-là. Donc, ça montre bien que la méthode déployée a effectivement permis de consolider les données et que les entreprises ont donc normalement exploité ce DCE numérique BIM avec efficience, avec ou pas les maquettes numériques. C'est-à-dire que quand on dit exploiter, ça veut dire que le fait que le DCE soit de qualité, ça leur a permis eux de gagner en efficience. Après, celles qui ont utilisé les maquettes numériques, évidemment, dans l'ensemble, elles ont dit moi j'ai évidemment perdu du temps à me former. Ça leur a mis 1 jour et demi à peu près à utiliser les tutoriels, à comprendre la démarche, à savoir comment sortir des tableaux des nomenclatures et des vues métiers. Ça m'a mis 1 jour et demi, mais je vois plus ça. Il y en a plusieurs qui ont dit mais je suis contente en fait de l'avoir fait parce que c'est la première fois que je mettais le pied dans le BIM. J'ai pu toucher, j'ai pu essayer. Est-ce que c'est du temps perdu? Ça, c'était une autre question qui était posée. Non, je vois ça comme un investissement. C'est sûr que si j'ai pas de nouvelles à faire en BIM, je vais pas réutiliser tout de suite ce que j'ai fait avec les tutos. Donc c'est vrai que l'apprentissage d'FBIM, on perd vite parce que c'est un peu compliqué. Mais au moins elles savent de quoi on parle. Et il y avait cet intérêt, cette motivation, et après vous verrez dans le Rex rapide du maître d'ouvrage, qui a rencontré des entreprises qui étaient contentes d'avoir participé en fait à cette démarche. Alors retour des entreprises, donc alors oui voilà, je vous ai dit ce qui était bien. Alors évidemment il y a eu des freins, on a vu que les freins, les entreprises qui n'avaient pas utilisé les maquettes numériques, parce qu'il y avait du temps, il y avait un temps non négligeable, je vous ai dit à peu près 1 jour et demi pour se former, pour s'approprier la méthode. Et puis certains ont essayé, ils ont quand même été freinés par la lourdeur d'FBIM, rapport avec leur maturité numérique. Il faut bien savoir que, par exemple, l'entreprise de peintre, c'était 8 à 10 personnes, c'est l'assistance administrative. Très souvent, alors j'ai eu 3 entreprises de peintres à qui j'ai pu poser des questions, par exemple, et à chaque fois, c'était l'assistante administrative qui avait eu la lourde tâche de gérer les maquettes numériques parce que c'était celle qui avait la plus grande maturité numérique de l'entreprise. Et je vous avoue que les 3, elles étaient mais à fond quoi. Elles ont adoré le faire parce qu'elles ont dit mais c'est bien, on est en train de monter en compétence, on nous demande enfin quelque chose de différent. Voilà, c'était des gens qui étaient contents d'avoir participé au processus, d'être sortis finalement de leur cadre. Et puis qui avaient vu aussi tout l'intérêt, parce que souvent on a l'assistante qui peut être l'épouse du dirigeant, et l'épouse du dirigeant qui voit son mari faire les maîtres pendant le week-end ou en soirée. C'est ça la réalité de la petite entreprise. Et donc si elle se dit moi si je peux lui sortir 5 minutes le tableau des nomenclatures et qu'il peut éviter de passer le week-end à faire ses plans et être avec la famille, oui je vois l'intérêt. Voilà, c'est tout ça le cercle vertueux aussi, c'est que voilà, on continue. Faut pas oublier que derrière tout ça il y a des humains, on n'est pas que là pour la technologie et l'innovation. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis donc c'est une démarche utile pour les entreprises, mais on s'est quand même perçu que les entreprises dans l'ensemble, dans une grande majorité, n'étaient pas prêtes à utiliser les maquettes numériques fournies au DCE. Là, enfin, peut-être que tu as dû voir quand même que quand tu mets les maquettes, la visionneuse et les tutos, parce que vraiment il y en a beaucoup qui les utilisent, qui les ouvrent, c'est marginal. Non, c'est pas un réflexe, et faut les inciter. Le rôle du maître d'ouvrage aussi est important. En ce sens-là, il y en a qui militent. Celui qui est venu, oui, celui au BIM Tour, il a milité pour que les entreprises aient au moins la curiosité de cliquer.
Voilà. Puis après, découvrir où ça les emmène. Oui. Et puis être convaincu ou pas, voilà. comme ton serrurier qui est convaincu. Ah oui, pour le coup. Voilà. Mais aussi parce que comme tu n'étais peut-être pas avec ces limites qu'on avait, enfin ces problématiques d'open beam, d'outils gratuits et autres, toi tu as mis à disposition la 360, le format, enfin voilà, tu as créé voilà, c'était peut-être un peu plus simple de créer un environnement plus facile d'utilisation pour une entreprise. Mais bon, l'idée là c'était vraiment de toucher du doigt et de convaincre. Et donc on s'est dit que finalement fallait peut-être faire un pas en arrière. Et puis de proposer un peu finalement ce qu'Antoine fait, des vues 2D de repérage légendées, parce qu'on s'est aperçu que cette fameuse vue, par exemple d'étanchéité que je vous ai montré, oui c'est ça dont a besoin l'entreprise, c'est en fait se dire l'entreprise elle n'a pas de valeur ajoutée. Quand je vois la dame qui me dit je vais passer 3 jours à faire mon stabilotage de plan là, je me dis mais la valeur ajoutée elle est certainement pas là. La valeur ajoutée c'est, puis derrière il y a aussi des maîtres d'ouvrage qui voudraient avoir des devis. Et puis le temps qu'elle va passer là, elle va pas être en train de répondre à un autre devis. Et puis la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est plutôt de se dire est-ce qu'il y a la bonne peinture dans la bonne pièce, quelle qualité de peinture je mets, comment je fais, quelle équipe, et pas se dire tiens il y a tant de mètres carrés. Si on peut faciliter cette partie d'extraction de données, c'est vrai que voilà, on rentre dans le cercle vertueux, ça profite à tout le monde. Et puis surtout les erreurs possibles dans son crayonnage, alors qu'on a dit tout à l'heure les tableaux de nomenclature permettait quand même d'éviter les erreurs. Donc la solution proposée, c'est plus à partir de ces maquettes numériques structurées, réalisées avec qualité pendant la phase conception, c'est extraire des plans 2D de repérage légendés et des nomenclatures au format Excel. Au format Excel, parce que c'est pareil, le PDF, ça sort toujours facile, possibilité de transformer le PDF en Excel, mais on va dire on va pas compliquer les choses, Excel. Qui serait issu des fameuses MVD. Donc, c'est-à-dire la vue d'allotissement qu'on a vu tout à l'heure, qui est du serrurier, elle est possible parce qu'elle comporte des données, et ces données, on pourrait dire, quand c'est un garde-corps de telle longueur, je le mets en rouge, garde-corps de telle longueur, je le mets en jaune, et faire une vue coloriée. Si c'est ça dont a besoin l'entreprise, attention, voilà. Et puis, on peut sortir un tableau de nomenclature de garde-corps, en disant, à tel étage, il y a le garde-corps temps, il fait telle longueur, et il a tel matériau. Vu que tout ça, c'est dans la maquette. Et ça, on peut le fournir à l'entreprise, et c'est finalement ce que tu fournis, parce que l'entreprise, elle arrive aux bonnes quantités et à la bonne définition, à la bonne qualification des ouvrages, parce que tu l'as aidé à avoir la solution finalement. Oui, c'est ça comme un casse-tête, parce que souvent un DCE, c'est aussi un casse-tête, de dire qu'est-ce qui est où et quoi et comment, et c'est lequel qui est là, quoi. Et puis des fois, il y a la petite erreur de tiens, ce garde-corps-là, c'est le seul qui n'est pas en alus, et il fallait le trouver. Des fois, voilà, c'est un peu les énigmes. La réponse à un DCE. Et puis l'idée, c'est quand même de donner cette maquette, soit sous forme de maquette avec des informations qui sont filtrables et une visionneuse, soit fournir justement des MVD qui pourront être exploités par les entreprises dont la maturité BIM est plus élevée. Toujours laisser la maquette, parce qu'on a évidemment des entreprises qui ont pris le train de l'innovation, qui ont envie de faire, qui ont envie d'évoluer. Donc ça, c'est important de leur laisser cette possibilité-là. Donc un petit rex rapide de la phase ACT, parce que finalement on boucle la boucle, hein. On a fait, il y a la phase de conception, on a remis il y a eu l'exploitation du DCE, ils ont remis leur appel d'offres, leur devis, et puis il y a l'analyse des consultations faites par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc comment ça s'est fait? Ce que je vous disais, ça s'est fait sur la plateforme BIM Office, la mise en ligne du DCE, les entreprises ont été consultées. L'analyse des offres, la synthèse comparative, tout ça, ça a été fait en faisant une extraction justement, on le voit là, ce qu'on voit le tableau à l'écran, c'est ce qui sort finalement directement de BIM Office. C'est-à-dire que les colonnes, voilà, et on a le cadre de DPGF et on a les réponses des entreprises mises comme ça sous forme de tableau. Et ça permet de comparer assez facilement. Bon, après, ils ont mis des filtres en disant quand c'était supérieur ou inférieur, mettez telle couleur, la valeur la plus petite, mettez du rouge. Enfin voilà, après il y a tout un tableau sur Excel, on peut venir mettre après des petites formules pour faire apparaître des différences de quantité. Enfin voilà, donc c'est ce qu'avait fait aussi le maître d'œuvre. Et puis dans la phase de négociation, ce que disait le maître d'ouvrage, c'est que vraiment ils avaient été plus efficients. Leur réunion de négociation, vu que c'était plus carré, plus clair, mais même dans la tête du maître d'ouvrage,
et ben la phase de négociation, elle avait été beaucoup plus rapide avec les entreprises, ça a été plus fluide. En fait, de manière générale, le maître d'ouvrage a dit, moi j'ai vraiment trouvé que c'était beaucoup plus fluide à partir de la réception des devis, de la négociation, de la synthèse, de la négociation, ça a été moins laborieux que d'habitude. Ça c'est vraiment la réalité. Et puis les entreprises qu'il a justement rencontrées en négociation, ou même celles qu'il connaissait, qu'on rencontre, c'est un maître d'ouvrage quand même assez proche des entreprises sur les autres chantiers et autres, vraiment un retour positif des entreprises. Donc c'est intéressant aussi que le maître d'ouvrage ait un panel comme ça d'entreprises qui se disent ce maître d'ouvrage est innovant, ce maître d'ouvrage nous emmène avec lui. Enfin, c'est ça, c'est un écosystème, un projet de construction, c'est important de créer cette émulation. Et il y a eu une émulation parce que très souvent, il y a eu aussi il a été dit lors des interviews des entreprises ou même aux maîtres d'ouvrage, les entreprises qui l'ont dit, une envie exprimée de recommencer. C'est-à-dire, ben, nous on est partants, on peut recommencer ce genre d'expérimentation, et puis de travail à partir de maquettes, et puis un DCE de cette qualité, on a envie de recommencer. Voilà, ça les a pas, ça aurait pu paraître aussi fastidieux pour une entreprise. Elles auraient pu dire, mais non, ça sert à rien, on ne faisait pas comme ça avant. Non, mais avant ça marchait, alors qu'on fait autrement. Donc il y a eu cette envie exprimée de recommencer. Et puis ce qui sera intéressant, c'est dans la phase de réalisation à confirmer, est-ce que la réunion de lancement, elle sera plus, fluide également, parce que les entreprises connaissent mieux le dossier. Est-ce que la phase de préparation va être facilitée? Est-ce qu'il y aura moins de modifications, de retard, de surcoûts, des TS, moins de TS? Donc on peut penser que le cercle virtueux va également se passer sur la phase réalisation. Et là, il n'y a qu'Antoine qui peut nous dire aujourd'hui si la phase de réalisation connaît... Ça reste le départ pour les opérations qu'on a. On est sur les périodes de prépa, mais effectivement... Les données étant claires, on est passé par différents filtres de contrôle, y compris à l'occasion de l'analyse des offres. Là, on a pu diminuer énormément de choses pour ce qui restait. Pour ce qui restait, il en reste certainement, mais justement, ça permet d'en avoir moins et de pouvoir les épurer. Quoi. Ouais. Et arrivé en prépa, tout le monde est plutôt serein. Oui, donc quelque part, normalement, le chantier devrait être aussi plus serein. Les relations, logiquement, devraient être plus sereines. Du moins, tout ce qui est parti à ce stade, ça roule, j'ai pas de retour spécifique de la part de... Moi, je sais que certaines entreprises interviewées en amont me disaient c'est simple, quand le DCE, quand je sens que c'est pas cohérent, il y a du flou, bon, je réponds quand même, c'est où bien que je travaille. Je sais que le chantier, ça va bien se passer. Il sait qu'il va y avoir des tensions. Et certaines entreprises me donnaient des exemples justement parce qu'évidemment ils en avaient, de projets où voilà, il y avait eu des flous, des hypothèses. Et puis aujourd'hui c'était comme ça avec la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, parce que lui avait chiffré certaines choses et qu'eux avaient pensé ou avaient voulu exprimer d'autres choses. Ouais. C'est ça le flou dans un dossier, c'est qu'à un moment ça crée des tensions. Ben voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors comme je vois même pas l'heure sur le... Ah non, j'ai mis 1h09, c'est ça? Il doit être midi... Ouais, bon, j'ai un peu dérapé. Quelle question? Aussi je sais pas moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissiez ce projet du plan de ville 2022? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que y a des choses qui vous étonnent ou pas? Je sais pas. Ou ça vous laisse pantois? Est-ce que justement tout ce que les entreprises attendent au niveau des informations de chaque objet, les différents paramètres qu'on pourrait afficher dans les nomenclatures, c'est des données que vous avez dans la présentation, dans une présentation plus complète ou pas? Elles sont disponibles quelque part Alors elles ne sont pas actuellement disponibles parce qu'en fait c'est un premier travail qui a été fait par un échantillon d'entreprises. Et en fait, l'idée, là, c'est justement de les passer par des unions de métiers pour, en fait, finalement valider des modèles d'objets par métier. C'est-à-dire, au moins, il y a quelque chose d'écrit, tamponné presque, qui dit, moi, si j'ai ça, je peux chiffrer de façon juste. Parce que là, c'est encore trop, j'ai envie de dire, il n'y a qu'une entreprise, finalement, par lot, qui a dit, moi, c'est ça dont j'ai besoin. Mais on sait bien que c'est pas une entreprise qui fait l'ensemble de la... Donc voilà, c'est
C'est pour ça que comme c'est quelque chose qui est perfectible, finalement, ce modèle de données qui a été mis en place, par exemple, pour les lots peinture, il y a le CIPEV, le syndicat peinture et vernis, il doit me manquer des lettres, voilà, le CIPEV, a travaillé, lui, sur les modèles de données de l'ensemble des ouvrages, de ces ouvrages de peinture. Et donc, eux ont vraiment abouti à créer justement une nomenclature des données utiles et nécessaires en fonction des phases. Donc, eux, ils ont des travaux qui sont aboutis. Alors, est-ce qu'ils les communiquent ou pas, ou est-ce qu'ils en sont dans leur publication, je ne sais pas. Mais on les a eus parce qu'il y a eu pas mal de réunions sur ce projet, justement en lien avec différentes unions et différents syndicats. Et eux ont vraiment beaucoup avancé sur le sujet. J'en avais entendu parler parce que j'ai été consulté pour accompagner l'acousticien. Mais en fait, il y a eu confusion. En fait, c'était que, comme l'objectif là, c'était de faire un DCE descriptif. En fait, rapidement, on m'a dit, ben voilà, puisque vous êtes l'éditeur de logiciel de l'acousticien, comment il fait l'acousticien pour injecter sa donnée acoustique dans la maquette. Voilà, ok. Et en fait, il y avait déjà confusion finalement sur le fait que déjà, d'une part, lui, il part sur un modèle de simulation qui n'est pas forcément le modèle géométrique utilisé. Et d'autre part, quand il fait et c'est pareil sans doute pour le thermicien, et le sujet du bilan carbone va être dur à gérer d'ailleurs à ce sujet-là. C'est-à-dire que quand ils vont faire des calculs, ceux qui font les simulations, ils font des calculs avec une hypothèse d'un matériau dans une base de données spécifique. Mais à la clé, en fait, ce qui est dans le DCE, c'est surtout pas forcément ce matériau concrètement, mais une préconisation. Dans un DCE, il ne faut vraiment pas confondre la notion d'exigence et de préconisation sur un. Et du coup, l'acousticien. D'accord, c'est pour ça qu'en effet, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, c'est l'une des demandes qui avait été exprimée par des entreprises, c'était d'exprimer justement les ouvrages par des exigences et non pas des préconisations, c'est-à-dire plus se dire ça doit répondre à ça comme exigence réglementaire, thermique, acoustique, mais pas nécessairement dire c'est ce produit-là que je veux. Quoi. Ouais. Donc concrètement, lui, l'acousticien, il fait une simulation avec sans doute tel modèle de fenêtre qui a telle performance acoustique parce que ça est fait avec un essai au laboratoire. On aura le même sujet que le bilan carbone parce que ce sera sur une fiche FDES, etc. Mais à un moment donné, quand c'est retranscrit dans le DCE, il ne faut surtout pas dire telle marque de fenêtre, tel modèle, parce que dans ce cas, ça verrouille complètement le sujet. Et du coup, ça c'était fini que quand je parlais avec Gabriel Castel, je dis l'acousticien, ce qu'il faut, c'est qu'il apprenne à utiliser Blincolab pour peut-être mettre un ticket BCF pour dire voilà, l'exigence acoustique à exiger sur cette fenêtre-là, c'est telle performance-là. Et après, à charge à l'architecte, ou je ne sais, celui qui maintient la donnée de la fenêtre, d'intégrer cette exigence, mais surtout pas la préconisation. Enfin, pas tant la préconisation que le matériau réel utilisé dans la simulation. Ouais, tout à fait. Oui, parce qu'on a vu justement ça, on a eu ça sur Olympie, on avait un coulissant alu, que lorsqu'on prenait la donnée thermique et acoustique et la description de la fenêtre, en fait, elle n'existe pas. Non, des fois, t'as pas de convergence des bases. Voilà, alors que je pense que c'est vrai que ça aurait été intéressant, comme tu dis, si l'acousticien avait pu donner l'info, peut-être des points de vigilance sur la maquette, par intermédiaire de l'IMTRAC avec un BCF, en disant attention, là vous m'avez mis un alu coulissant, je sais qu'il y a une limite d'acoustique, ou attention c'est tel, et peut-être que ça aurait été... Je sais que sur le marché, ce sera pas possible d'atteindre telle perf acoustique. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça, c'est ce genre de travail collaboratif aurait pu être intéressant, tout à fait. Et c'est vrai que on en a parlé aussi du sujet de mettre la donnée acoustique et thermique dans les objets fenêtres de la maquette. Et comme disait Antoine, lui n'était pas nécessairement pour, parce qu'il y a l'histoire de la maintenance de la donnée. S'il n'est pas utilisé après, et puis c'est surtout que les entreprises de menuiserie extérieure elles étaient pour. Elles étaient intéressées de sortir un tableau de nomenclature, telle fenêtre, ça se trouve à tel endroit, tel étage, tel local. Et puis on voit que c'est acoustique, thermique, elle a deux vantaux, elle a une entrée d'air, voilà, elles ont tout ce qu'il faut pour chiffrer. Mais comme Antoine me disait, c'est que quelque part, pour l'instant, c'est lui qui est responsable de la donnée dans la maquette. Et puis, qu'est-ce qui se passe s'il y a une nouvelle version du rapport
acoustique ou thermique parce qu'il y a une modification et que lui n'a pas modifié la donnée, donc la maintenance dans la maquette, ben, c'est vrai que sa responsabilité peut être engagée. Donc bon, c'est vrai que c'est... Mais on pourrait penser peut-être à une maquette de l'acousticien, parce qu'il en fait une, il en fait une de maquette. Donc on pourrait penser à une maquette de l'acousticien où les objets fenêtres, finalement, eux aussi ont l'information locale, étage local, et puis on porte juste l'information de la donnée acoustique ou de la donnée thermique. Après, ça donne 2 tableaux Excel à croiser. En fait, c'est pas forcément qu'il rend une maquette, c'est qu'il peut rendre un rapport ou un Excel où en fait les fenêtres nommées ainsi avec ce type là dans la maquette ont telle exigence acoustique. Mais ça vient de lui, c'est à lui de maintenir cette donnée. Finalement, il pourrait en effet dans ses livrables avoir tout comme finalement le reste de l'équipe de maîtrise d'œuvre, un livrable qui est le rapport, une nomenclature Excel et puis une vue. Alors je sais pas, l'acousticien le fait, tu sais, les couleurs qui montrent que telle façade, il la met en rouge, et puis ça veut dire que là il y a 35 dB, alors que l'autre c'est vert, et on peut imaginer que, ou pas, hein, parce que le plan 2D est suffisant aussi, il ne faut pas non plus créer des choses pour faire des choses, il faut que ce soit utile ou pas, mais rien que le tableau de nomenclature Excel venant de l'acousticien, avec un repérage de fenêtres en cohérence, donc le même repérage de fenêtres que la maquette archi, parce que c'est ça aussi, avec les bons locaux, les bons étages, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Oui, puis assez accessible à faire. Assez accessible à faire. Si l'acousticien fait l'effort, entre guillemets, de le produire, mais si en effet il a utilisé la maquette numérique de l'architecte pour faire sa base, non, il n'utilise pas pour faire pour la simulation, sa simulation acoustique. Ouais, donc ça lui crée quand même un petit travail de cohérence. C'est comme en thermique, c'est technologiquement faisable, mais c'est pas ce qui se produit. D'accord. Les thermiciens font leur propre modèle 3D de simulation. Ah, mais tant qu'on a ça, est-ce que c'est pas une limite au... Non. C'est vraiment pas souhaitable. Ça existe technologiquement, mais c'est pas forcément souhaitable. C'est un autre débat. On fera un vendredi BIM sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut demander aux thermiciens et à l'acousticien pour travailler de manière collaborative sur la maquette numérique? Non, et puis l'acousticien et le thermicien pourraient aussi dire à l'architecte ce qu'ils veulent voir dans la maquette numérique, ou comment doit être modélisée la maquette numérique, au moins un minimum, pour qu'elle soit exploitable. Ça, c'est aussi un autre sujet. Non, mais c'est aussi toujours l'histoire de qui reçoit le livrable, la donnée, et comment elle devrait être pour qu'elle soit utile. Ça peut être un autre sujet. Est-ce qu'il y a d'autres... voilà, non? Donc n'hésitez pas, sur le plan BIM, le site du plan BIM 2022, vous avez déjà des premiers documents, des premiers tutos, vous avez l'ensemble des maquettes numériques qui sont téléchargeables du démonstrateur olympique. Donc ça permet aussi d'avoir du matériau, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas toujours des maquettes numériques à voir, à utiliser pour ceux qui n'ont pas de projet BIM. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant de voir une maquette numérique, différentes maquettes numériques métiers. Toute cette ressource-là est accessible. Toute cette ressource est accessible sur le site du plan BIM 2022. C'est marrant, c'est intéressant comme ça se répond. Là, ce projet-là, il résout des problématiques que j'ai, sur lesquelles je ne suis pas encore aventuré, enfin, des thématiques, des terrains sur lesquels je ne suis pas encore aventuré. Ou résout, ou en tout cas donne des pistes, parce qu'on n'a pas résolu, on n'a pas tout résolu. Mais il y a quand même des choses vraiment... D'accord. Ça se répond beaucoup sur certains aspects. Et ça se complète bien sur d'autres. Je pense aussi, c'est intéressant. Et puis, écoutez, on verra, alors je ne peux pas vous en dire plus, il y aura peut-être des suites, donc on verra, vous en saurez plus, j'espère, rapidement. Donc plus à faire et à dire sur ce... Après, ce qui se produit, c'est que vous, en fait, c'est par intérêt propre, vous le faites, et puis parce que vous avez la vision, on l'a commencé ainsi. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Sur un projet en fait comme ça où il y a plusieurs maquettes et tout ça, en fait, il faut nécessairement que ce soit le maître d'ouvrage qui soit... C'est le maître d'ouvrage qui doit exiger, parce que sinon, c'est impossible. C'est pas possible que l'agence Bakélite arrive sur un projet et dit moi je veux qu'on travaille comme ça, on fait des liens entre les maquettes et les CCTP, donc c'est pas possible, quoi.
Non, enfin, je sais pas, Antoine, nous, faut que ce soit le maître d'ouvrage quand même qui. Si on voulait aller jusque-là, bien sûr, ouais. Après, effectivement, pour ce qui est de notre production à proprement parler et de ses corollaires, c'est notre initiative. Et puis. Oui. Le maître d'ouvrage, il vous a rien demandé. Ah non. Ouais. Et puis voilà, non, il ne nous a rien demandé. C'est vraiment parce que on a considéré qu'il y avait. On lui dit que vous gagnez du temps ou pas? Disons qu'il en gagne aussi. Oui, il gagne quand même en termes de qualité, en termes de résultats. Enfin, je pense que l'objectif est. Faut penser aussi que c'est pareil. Attention, c'est se dire entre guillemets. Non, mais je plaisante. Voilà, non mais tu vois, il gagne 3 jours, donc il doit être moins cher. Mais il faut se rappeler que c'est un peu comme le spécialiste qui vient et qui règle le problème d'une machine en 5 minutes. Est-ce qu'on lui paie les 5 minutes ou est-ce qu'on lui paie l'expérience, la compétence? C'est la compétence, c'est pas les 5 minutes, parce que oui, appelez quelqu'un d'autre, et vous voyez si en 5 minutes il vous résout le problème. Donc c'est plus une histoire de temps là, on est en compétence. Et c'est c'est effectivement un argumentaire. On s'est bien douté que dès lors qu'on communiquerait un peu sur le sujet avec les maîtres d'ouvrage, certains feraient nécessairement ce calcul-là. Il y en a certains qui ne le font surtout pas d'ailleurs. Il y en a qui voient uniquement. Ah ouais, le chaînage, ça donne ça, ça donne ci. Ah ouais, mais tout est croisé, d'accord. Donc on réduit les erreurs probables. Voilà, c'est tout. Oui, il y en a d'autres. Ah ouais, mais donc c'est moins cher. Non, mais je pense que le fait à un moment donné de se dire, mais du coup, en fait, quand je travaille avec lui, en fait, les entreprises, elles sont plus contentes de répondre parce que ça fluidifie. Et en fait, dans un marché en tension, il vaut mieux travailler avec ceux qui fluidifient, qui sont peut-être plus rapides que... Et puis après, j'ai envie de dire, c'est à l'agence Bac Elite de décider s'ils ont envie d'être plus compétitifs. Parce qu'après, vous aussi, vous remettez un appel, enfin, vous remettez aussi un devis pour votre prestation. Donc, quelque part, c'est aussi un avantage concurrentiel de se dire, de savoir que vous pouvez répondre plus vite. Oui, absolument. Pour l'instant, on n'a pas trop travaillé sur ce projet-là parce que voilà, mais on est concentré vraiment sur la production autant que possible d'un livrable de qualité. C'est vraiment ce qui me... Oui, tout à fait. C'est à la suite de lecture de résultats de l'agence de la qualité de l'AQC, agence pour la qualité de la construction, des stats en matière de logement collectif en particulier. Et je suis tombé de ma chaise. Sans être forcément étonné, mais ça porte une part énorme de sinistralité. D'accord. Et si on met tout bout à bout, alors il y avait une explication qui était liée à la pression calendaire, l'explication qui était liée à des effets plus ou moins, je vais dire funestes, non quand même, des effets plus ou moins vicieux de jeux de négociation et de course à l'échalote un peu. Bon. Oui, j'ai reconnu les mécaniques. Certaines mécaniques qu'on a pu expérimenter. Donc, mais c'est vraiment sous l'angle de la qualité. Non, mais... Bon, très bien. Question, est-ce que le groupe Procivis s'en sert, utilise cette expérience-là dans d'autres départements? Enfin, le groupe Procivis, non. Pour l'instant, c'est Procivis Eure-et-Loire. C'est l'agence... Et l'idée c'était de redéployer en fait ce qui a été fait sur Olympie, de continuer en fait sur, par exemple ils ont le Clos Vert, je crois, le projet collectif là en cours, de continuer en fait avec la même équipe, parce que c'est pareil, équipe de maîtrise d'œuvre. L'avantage dans ces cas-là c'est que on peut retrouver la même équipe de maîtrise d'œuvre parce que c'est lui qui choisit, c'est le même type de bâtiment, c'est des gens qui connaissent bien. Et puis l'idée par contre c'est que ça fasse effet boule de neige évidemment. C'est la première marche de la démarche de Procivis quoi. Mais pour l'instant non, c'est vraiment c'est local pour l'instant. Après je sais pas si eux nationalement j'imagine qui communiquent sur le sujet, peut-être que ça peut faire aussi écho et que d'autres vont s'y mettre, mais ça n'avait pas cet objectif là. L'objectif était vraiment localement de mettre en place cette démarche. En tout cas le maître d'ouvrage c'était son objectif, d'entrer dans une démarche BIM en local. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Dominique? Non. Non, il y a eu beaucoup de commentaires, mais il n'y a pas eu de questions, et c'est pas vraiment des questions. D'accord. Et par contre, il y a eu beaucoup d'échanges sur le live. D'accord, c'est bien, ils parlent en fait ceux qui sont en distanciel parlent entre eux. C'est ça.
Il commence à y avoir des gens qui s'en vont et donc il est temps de leur dire au revoir. Eh bah oui, parce qu'en fait on a passé, bah oui évidemment, on a passé le temps. Et ben merci à tous en tout cas. Et puis bah voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, si vous voulez des précisions. De toute façon, moi je reste disponible. En tout cas, je sais pas si Antoine. Ouais, je parle pas pour Antoine, mais pour moi il n'y a pas de problème. Donc voilà. Moi je suis dans le même esprit. Pour essayer de faire avancer certains sujets. Donc, voilà, et pour que le cercle vertueux s'enclenche, voilà, il faut que tout le monde s'y mette. Parce que si on est seul, on n'avance pas. Voilà. Merci Nicolas. Merci à vous d'avoir bravé les conditions sanitaires.